à l'Université de Floride du Sud depuis mi-2013. Auparavant, j'étais en postdoc en Afrique du Sud, donc ça fait pas mal de temps que je ne parle plus français, donc je m'excuse pour la manière de m'exprimer aujourd'hui. Alors, je vais commencer par vous présenter la problématique de la marée noire BP dans le contexte du golfe du Mexique, les traceurs biogéochimiques que nous avons employés tout d'abord sur la colonne d'eau et sur les sédiments, et je conclurai par nos perspectives de recherche. Donc, de nombreux gisements de pétrole terrestre et marin au niveau des deltas exploitent justement ces deltas et ces estuaires, car ce sont des zones d'importante production de matière organique, d'enfouissement rapide à grande profondeur. Il y a là une rapide transformation du gaz et une bonne préservation du pétrole. Donc, les réservoirs de carbone pétrogénique, biosphérique et marin sont très supérieurs aux réservoirs de carbone atmosphérique. Donc même une petite modification de leur flux proportionnel peut avoir un effet très significatif sur le réservoir de CO2 atmosphérique sur différentes échelles de 1 à 10 milliards d'années. C'est dans ce contexte que l'on étudie, la marée noire du BP Deepwater Horizon de 2010, qui s'est déroulée entre avril et juillet 2010, soit 3 mois. Le puits a été officiellement clos en septembre 2010 et c'est situé à 1500 mètres de profondeur. Donc, lors de cette catastrophe, il y a une grande quantité de pétrole brut et de gaz naturel qui ont été déversés. Cela représente approximativement 10 fois plus que la quantité de l'Exxon Valdez. Et associé à cela, il y a aussi eu l'utilisation et la dispersion de 7 millions de litres de dispersants qui permettent d'augmenter la solubilité du pétrole. Donc ici, vous voyez, c'est une carte représentant, alors ici, la source, la localisation du puits Macondo Well, à environ 75 km des premières côtes de Louisiane. La partie grisée représente l'accumulation des nappes de pétrole en surface entre les mois de mai et d'août en 2010. Et vous voyez qu'il y a eu de forts impacts sur les côtes de différents États des États-Unis, entre la Louisiane et la Floride. Alors, le contexte du golfe du Mexique, ici vous avez une carte altimétrique du golfe et vous voyez, j'ai mis en étoile rouge pour la localisation du puits de pétrole qui a explosé, à peu près à 1500 mètres de profondeur sur le talus. Point de vue courantologique, dans le golfe du Mexique, il y a ce qu'on appelle le loop current, qui en fait amène des eaux chaudes et plus salines des Caraïbes et qui va ensuite rejoindre le Gulf Stream. Et ce puissant courant, aléatoirement, tous les 3 à 17 mois, va s'interrompre, bon pas totalement, mais va laisser place à des tourbillons océaniques à mésoéchelle qui vont évoluer dans le Golfe. Donc on se situe dans un contexte océanographique assez dynamique. Et d'autre part, la catastrophe a eu lieu très près de l'embouchure du Mississippi. Et c'est une zone de forte interaction entre les eaux du Mississippi et les eaux océaniques. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une carte la modélisation de salinité de surface. Et vous voyez les couleurs plus froides représentent les eaux fraîches du Mississippi et les eaux plus chaudes, les eaux océaniques en interaction ici. Donc historiquement, le golfe du Mexique a quand même été un peu délaissé scientifiquement par rapport aux autres parties de l'océan Atlantique, mais aussi par rapport aux océans Pacifique et au milieu polaire. Donc il y a très peu de données physico-chimiques avant la catastrophe. Et il y a aussi également peu d'outils de prédiction, donc les modèles, pour la gestion de la catastrophe. Aujourd'hui, la question que l'on se pose, c'est est-ce que tout le pétrole a disparu ? Alors, de récents travaux ont montré que en fait, le pétrole a été transformé en produits dérivants qui se sont maintenant intégrés dans le pool de matières organiques dissoutes et qui ne sont plus reconnaissables ou dosables en tant que pétrole brut aux dérivés traditionnels tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques. C'est pour ça que nous, on essaye de développer les traceurs biogéochimiques pour répondre à cette question. Alors nous faisons partie, il y a plusieurs consortiums de groupes de recherche qui se sont créés après la marée noire. Nous faisons partie du consortium sur la recherche du transport des hydrocarbures dans l'environnement, CART, qui regroupe 70 chercheurs environ. La plupart des groupes de recherche se concentrent sur la production de modèles de prédiction
des conditions océaniques et du comportement du pétrole en milieu côtier et hauturier qui ont fait défaut en fait pendant la catastrophe. En ce qui concerne les processus biochimiques, nous sommes le seul groupe, nous sommes deux à étudier cela, donc on n'a pas encore de petits symboles nous représentant, mais ça va peut-être venir. Nous avons mené 2 campagnes océaniques en 2012 et en 2013. Vous avez une carte avec représentant les fonds marins, la bathymétrie. La côte de Louisiane, ici MW pour Macondo Whale, le nom du puits qui a explosé, et les différents sites d'échantillonnage en 2012 en vert et en 2013 en jaune. Nous avons échantillonné la matière organique sédimentaire sur les carottes de sédiments, la macrofaune, mais dont je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, et la colonne d'eau de la couche de surface jusqu'à plus de 2500 mètres. Sur les sédiments, nous avons analysé les rapports C sur N, le carbone 13, l'azote 15 et le carbone 14 par pyrolyse graduelle. Ces échantillons ont aussi servi à nos collègues pour faire la reconstruction géochronologique, des expérimentations pour la dégradation du pétrole ou encore la mesure de composés spécifiques. En ce qui concerne la colonne d'eau, nous sommes concentrés sur le carbone inorganique dissous, à la mesure du delta C13 et du 14. Nous avons aussi toute une partie plus océanographique, biologique, chimique, pour essayer de mieux comprendre l'interaction des eaux côtières et océaniques et du Mississippi, mais je n'en parlerai pas ici. Donc les traceurs, tout d'abord le radiocarbone, il est très utile parce que la composition théorique du pétrole brut est à moins pour 1000, alors que le matériel plus récent, marin ou de marais salants, est lui, quant à lui, à plus 100. Il en est de même pour le carbone 13, le range est plus serré, mais il nous permet quand même de pouvoir discriminer les différentes sources de carbone dans les écosystèmes. En termes de bilan de la marée noire qui ont été publiés, il reste quand même beaucoup de zones d'incertitude, dont ce qui nous intéresse, nous, ce sont les 26% qui seraient potentiellement toujours en mer ou sur les côtes. Donc peut-on retrouver une trace de ce pétrole qui est toujours en mer? Alors ici, je vous ai mis une carte de la distribution des valeurs naturelles de concentration en carbone inorganique dissous. Alors vous pouvez remarquer tout d'abord que le range, la gamme de valeurs est très serrée entre 1.8 et 2.2. Et aussi qu'au niveau du golfe du Mexique, c'est la tache blanche, il y a extrêmement peu de données. Pour les bilans en termes de carbone qui ont été faits pour la marée noire, en termes de mol de carbone, la marée noire était estimée à une concentration en carbone de ce chiffre-là, ce qui est extrêmement petit comparé au range naturel de DIC dans les eaux océaniques. Et lorsque l'on regarde même les composants comme le méthane et le toluène plus précis, à 5 km autour du puits de pétrole, les concentrations en carbone sont quand même relativement très petites comparées aux variations naturelles. Donc c'est très difficile de pouvoir retrouver ce carbone issu du pétrole dans les eaux. Ici, j'ai représenté les valeurs sur les bases de données mondiales et dans la littérature préexistante avant la catastrophe. Il y en a vraiment très peu. Vous avez la profondeur de la masse d'eau et les concentrations en carbone inorganique dissous. Vous avez par exemple aussi ici un site où il y avait, qui était pas sous l'influence d'infiltration naturelle de pétrole, parce qu'il y a beaucoup d'infiltration naturelle dans le golfe du Mexique. Et ici, une zone avec plus de concentration qui est influencée par des résurgences naturelles de pétrole. Donc j'ai ensuite inséré seulement les profils qu'on a obtenus sur la station 1 visitée en 2013 et en 2012, la station la plus proche du puits qui a explosé. Alors vous pouvez voir qu'en surface, nous avons beaucoup de variabilités, mais qui sont, d'après nos analyses, dues à l'influence du Mississippi
et de la production primaire où il y a un bloom océanique, et ce qui est tout à fait commun dans la plupart des masses d'eau. Par contre, ce que l'on a remarqué, c'est une anomalie à une profondeur d'à peu près 1000 mètres, avec une augmentation du carbone inorganique dissous en concentration, et ça sur la même station à 2 années d'intervalle, à 1 an d'intervalle. Donc cela rejoint aussi un peu les modèles. Ceci représente un modèle de prédiction du panache de subsurface de l'huile. Donc c'est juste un modèle de prédiction, mais ils avaient prédit qu'il y a certainement une nappe de pétrole que l'on ne voit pas sous la surface à peu près cette profondeur. D'autres groupes de recherche ont travaillé sur les concentrations en oxygène et ont reporté une dépression d'oxygène et ont interprété comme un bloom de bactéries qui ont mangé, qui ont dégradé l'huile à cette profondeur. Donc ça reste quand même une autre évidence qu'il s'est passé quelque chose à 1000 mètres de profondeur. On s'est donc intéressé aux traceurs isotopiques, dont vous devez certainement connaître un petit peu les variations du carbone 13 dans les environnements marins et terrestres, mais globalement, ils sont en général appauvris en milieu terrestre. La signature en milieu marin tourne autour de 0 pour 1000, et quand on s'intéresse aux composés méthanogènes, ils sont beaucoup plus appauvris comparés aux marins, à moins 75 pour 1000. Donc ce que l'on a mesuré en rivière correspond bien à quelque chose d'un peu plus appauvri, correspondant à de l'apport de matériel terrestre. Ici, en brun, ce sont des échantillons pris dans le panache du Mississippi, mais en mer. Donc ça représente en fait une mixture entre les apports du Mississippi et du marin pur. Là, c'est une valeur que l'on a pris à 2500 mètres de profondeur, donc très profond, dans un bassin océanique, et qui représente plus d'apports de composés méthanogènes. Donc c'est un petit peu les différents Z-members que l'on a. Et pour toutes les stations que nous avons échantillonnées après la catastrophe, vous voyez que tout en fait tombe entre 0 et 2 pour 1000, donc tout à fait du marin. Et donc ce que nous avons observé précédemment à 1000 mètres de profondeur, l'augmentation en concentration de carbone inorganique dissous, qui était à peu près de 20%, si on prend un modèle de mélange à 2 sources, on aurait dû donc observer un appauvrissement des valeurs de moins 4,5 pour 1000 à 1000 mètres, et ce n'est pas le cas. On s'est donc penché sur le carbone 14, et ici j'ai représenté en rouge la station la plus proche du site Macondo Well, sur laquelle nous avons observé une augmentation en concentration. Et donc pareil, si on prend un modèle de mélange à 2 sources, ces 20% d'augmentation en masse auraient dû nous donner un appauvrissement de moins 150 pour 1000 en 14. Mais vous voyez ici qu'il n'y a pas de changement du tout. On peut donc dire que les deux traceurs montrent qu'il n'y a pas de contribution du pétrole au carbone inorganique dissous. Et également que l'augmentation de la concentration en carbone inorganique dissous à 1000 mètres de profondeur n'est pas directement liée à l'incorporation du pétrole. Par contre, nos collègues récemment, Cherrier et Tom Bianchi, ont montré qu'il y avait certainement en fait, une intégration du pétrole dans d'autres pools, notamment le pool organique, le carbone organique dissous et le particulaire. Vous voyez que le carbone organique particulaire a lui une signature bien plus appauvrie. Donc, je vais passer maintenant au sédiment. Et là, attention, ça va faire mal aux yeux. On a piqué ça à notre collègue de bureau qui aime bien faire des schémas représentant ce que nos hypothèses de travail. Et rapidement, donc il y aurait eu à une profondeur entre 1000 et 1300 mètres une première nappe de pétrole très concentrée et toxique, appelée toxique Basser Ring, et une autre nappe en surface. Et cette nappe en surface, avec l'effet des dispersants, se serait complexée avec la matière organique particulière marine ou terrestre du Mississippi et aurait formé des agrégats qui petit à petit auraient sédimenté et formé une neige marine assez patchy, hétérogène, et qui petit à petit aurait atteint le plancher océanique. Donc nous avons fait la détermination du C13 dans les carottes de sédiments. Vous avez la profondeur de la carotte ici avec les valeurs en C13. En général, en dessous de 10 cm, donc vraiment en bas de la carotte,
On utilise ces profils comme archives, comme passé de déposition, c'est ce qui s'est accumulé avant la catastrophe. J'ai également mis la carotte de sédiment prise en orange sur la station 6 très profonde, où il n'y a a priori pas eu d'impact de la marée noire. Mais on remarque quand même des intrusions de C13 que l'on interprète comme des infiltrations naturelles de pétrole. En ce qui concerne les stations que nous avons échantillonnées, on remarque que de manière générale, dans les premiers 0 à 5 mm de la carotte, donc vraiment le top, nous avons un appauvrissement global en C13, que l'on interprète comme un apport de produits pétroliers. On a voulu aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Donc, dans notre laboratoire, on a un système qui s'appelle la pyrolyse graduelle, qui vous a été présenté mardi. Mais rapidement, le principe est de prendre un échantillon de sédiment, de le brûler de 0 à 1000 degrés Celsius, ce qui va produire un flux de CO2 continuel. Et ce flux de CO2, nous allons petit à petit l'accumuler et le sous-échantillonner sous une ligne de vide. Et ces différents sub-échantillons, nous pouvons déterminer le C13 et le C14. Donc par exemple, ça c'est un échantillon type. Un échantillon de sédiment va produire plusieurs échantillons, sous-échantillons de CO2 que nous analysons pour le 14C. Donc vous voyez que dans un échantillon, on peut avoir une partie de la matière organique qui va être assez jeune, 10 000 ans, et une autre partie qui peut être beaucoup plus âgée, 20 000 ans. Donc ça nous permet de séparer les différentes fractions de la matière organique. Donc on a voulu tester cette hypothèse, cette technique sur les sédiments de marais salants. En noir ici, le profil de CO2 d'un échantillon de pétrole qui nous a été donné par BP. Donc on voit qu'il y a une température de pyrolyse maximum assez à de basses températures et des valeurs de 14C qui sont typiquement des valeurs de pétrole. Et en blanc, vous avez le profil qui pyrolyse à des températures plus importantes. C'est un échantillon contrôle de marais salants qui n'a pas été impacté par du pétrole. Il a donc une composition en carbone C tout à fait logique. Donc ensuite, sur certaines plages, nous avons fait un échantillon temporel. Donc les différentes couleurs représentent les différents jours d'échantillonnage. Donc après 88 jours, après plus de 300 jours et après plus de 600 jours après la catastrophe. Donc ce que l'on remarque, ce sont que les profils, notamment bleu et orange, shiftent plus vers le profil des échantillons témoins. Donc ce que l'on se demande ici, c'est est-ce que ce que l'on voit, c'est une dégradation ou un remplacement de l'huile, ou alors une transformation chimique ou microbienne. Donc c'est là que maintenant on va sous-échantillonner ce profil de CO2 et mesurer le carbone 14. Et ce que l'on voit même après 300 et 600 jours après la marée noire, c'est que l'ensemble des différentes sous-fractions du CO2 ont une valeur en carbone 14 d'environ moins 800, moins 900 pour 1000, donc quand même toujours très 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 forte contribution du pétrole. Donc ce que l'on voit, ce n'est pas une dégradation et c'est toujours de l'huile, même si elle n'a plus les mêmes caractéristiques. Mais cette technique permet de le montrer. Donc on a voulu donc appliquer cette technique dans les sédiments profonds du golfe du Mexique. Mais là, on est dans des conditions différentes. On a quand même des concentrations en pétrole moins importantes, un pétrole plus dissous et d'une composition chimique assez différente. Donc ça, c'est les différents profils. Nous avons donc sous-échantillonné la carotte de sédiments à différentes couches qui sont représentées par le gradient de couleur. Donc la surface des sédiments est en rouge et plus on va vers du bleu, plus ça va être en profondeur de la carotte. Ce que l'on remarque, c'est, ici j'ai indiqué l'échantillon de surface entre 0 et 5 mm où il y a quelques slides, je vous avais montré qu'il y avait un appauvrissement en C13
et que bizarrement, justement, cet échantillon, cette couche de sédiments au top, a une première épaule qui pourrait faire penser au profil typique du pétrole brut. Donc on s'est demandé si en effet on voyait vraiment que c'était de l'huile, du pétrole, pardon. On a donc mesuré le carbone 14 des différentes sous-fractions. Donc ceci est un seul échantillon, le premier échantillon de sédiments. Et on voit que la première épaule, en fait, à basse température, qui ressemble au pétrole, a en fait des valeurs en C14 assez enrichies, à moins 150, donc assez éloigné du moins 1000 pour 1000. On interprète donc cette première partie de la matière organique comme de la matière organique jeune, certainement issue des composants marins ou de la matière organique particulière marine, qui s'est complexée en surface avec de l'huile. Par contre, la concentration en pétrole sont quand même de l'ordre de 20%. Et ensuite, l'autre partie du sédiment en fait, est composée de matières vraiment très vieilles, 15 000 ans, donc c'est vraiment très différent de la première fraction du sédiment, que l'on interprète, qui est typique du sédiment issu du Mississippi. Donc en fait, si on avait mesuré l'échantillon en entier sans séparer les différentes fractions de CO2, on aurait eu quand même des valeurs en C14 moyennées, mais très appauvries, et on aurait conclu qu'il y avait beaucoup plus de carbone, de pétrole dans ce sédiment. Et on est toujours en train d'analyser les autres carottes. Mais qu'est-ce que l'on a appris sur ces expériences? C'est que dans la colonne d'eau, on a montré des processus de métabolisation des composés organiques qui sont associés au pétrole, mais pas au pétrole lui-même, et qu'il n'y a pas eu d'incorporation directe dans le pool de carbone inorganique dissous, mais qu'a priori, il serait passé directement par les pools organiques. La méthode de datation avec le C14 nous permet à la fois de quantifier le pétrole et de décrire les processus de dégradation et de transformation. Et l'analyse que l'on a faite des carottes récemment ont montré, je ne l'ai pas montré ici, mais qu'a priori, la contamination sur le sol océanique est assez hétérogène. Donc, point de vue des perspectives, ce qui serait intéressant, c'est de savoir combien de temps les signatures que l'on observe vont durer dans l'environnement. On pourrait s'intéresser à une marée noire précédente, la marée noire de l'Ixtox en 1979 dans le golfe du Mexique. En effet, il y a de grandes similarités entre la marée noire BP de 2010 et l'Ixtox de 1979 en termes de volume, de durée, de localisation. Donc, si on prend par exemple les cartes de la marée noire BP de 2010 et de l'Ixtox, mais qu'on inverse, donc si vous prenez Ixtox et que la région d'Ixtox et que vous l'inversez, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similarités entre ces deux marées noires, en termes géomorphologiques et d'apports, etc. Donc, on aimerait bien retourner sur le site d'Ixtox aujourd'hui et faire des carottes de sédiments pour voir si le signal que nous, on observe en 2010 sur la marée noire BP, on va la retrouver, mais par contre, plus profond dans les sédiments parce que 30 ans sont passés. Et d'un autre côté, on est toujours assez intéressé par de savoir ce qui se passe à 1000 mètres de profondeur et de comprendre où est allée l'huile. Donc cette fois-ci, on a décidé d'inviter à bord tous les collègues qui travaillent un petit peu sur le C13 et le C14 dans notre équipe. Et donc le but a été cette fois-ci que tout le monde échantillonne aux mêmes endroits en même temps, le dissous, l'organique, le particulaire, etc., les nutriments, le méthane. Et ce, dans un contexte où on veut aussi comprendre l'interaction entre les eaux du Mississippi et les eaux océaniques. Donc on a voulu vraiment suivre un fort gradient en salinité. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.